entrée. Alors, juste une petite précision, pas trop rapide, surtout pensez au fait que c'est une méthode d'apprentissage et que les gens ne connaissent pas la langue. Donc, il faut qu'ils entendent tous les sons pour pouvoir répéter. द्विचत्वारिंशः पाठः पुनरीक्षणीयानि वाक्यानि अनुवादः क्रियताम्। गृहशान्ति उपायेषु बहुविधानि रत्नानि निर्दिशन्ति सुधीयः। साधु भवान् अपृच्छत् पूर्णिमायां तीर्थानि गच्छेयुः धार्मिका जनाः। गुरो ज्योतिषशास्त्रानुसारेण किं कर्तव्यम्? Le sanskrit aujourd'hui n'est pas une langue vivante comme n'importe quelle autre langue de l'Inde, mais ça n'est pas non plus une langue morte comme le latin et le grec par exemple en Occident, parce que les usages du sanskrit sont très présents dans l'environnement des gens, notamment dans la vie religieuse. Même les gens qui ne connaissent pas vraiment le sanskrit ou qui n'ont pas appris la langue de manière systématique connaissent des versets, connaissent des prières, parce que pour n'importe quelle cérémonie comme le mariage ou toutes les fêtes religieuses de l'hindouisme, donc il y a du sanskrit qui est présent, donc récité par les prêtres, etc. Et puis une autre manière donc, par laquelle le sanskrit est présent, ce sont les proverbes et les maximes, donc, dont les gens sont très friands. Et même les gens qui ne parlent pas le sanskrit ou qui n'ont pas vraiment appris, en fait, ils ont un peu enregistré des choses de ce genre dans leur enfance. Et donc, ils peuvent, lors d'une discussion, sortir un proverbe en sanskrit, par exemple. Et ces maximes sont souvent très imagées. Donc, ça donne un enseignement qui est très accessible à tout le monde. Et voilà, tout le monde connaît cela. Sinon, le sanskrit est encore une langue savante qui est utilisée comme langue d'échange entre des savants, par exemple. Des savants de régions donc diverses. Qui ne comprendraient pas leur langue respective, utiliseraient le sanskrit pour se comprendre. Alors le sanskrit, donc, dans le monde contemporain sur Internet, on a par exemple des journaux en sanskrit, donc on a à la radio, à la télévision des bulletins d'information en sanskrit, au moins un par jour. Et effectivement, le sanskrit est utilisé comme langue pour créer des néologismes, donc des mots liés aux nouvelles technologies, un petit peu comme le latin et le grec. Le grec est utilisé par exemple pour créer des mots dans le langage médical. Eh bien, le sanskrit est extrêmement souple et donc on peut utiliser différents mots pour en faire un nouveau, par exemple. Par exemple, pour dire télévision, si vous voulez, en hindi, donc on dit Doordarshan, c'est exactement le calque de télévision. Dura, ça veut dire loin en sanskrit, donc comme télé en grec, et darshana, ça veut dire vision, donc voir de loin, enfin voir les choses qui sont loin, donc c'est la télévision. Et il y a énormément d'exemples comme ça. Donc le sanskrit sert à créer des nouveaux mots et on peut pratiquement tout dire en sanskrit. J'ai grandi en Inde, mais j'ai appris le sanskrit seulement en France parce que quand j'étais en Inde, comme tous les jeunes Indiens d'aujourd'hui, en fait, j'étais aussi pas mal attirée par l'Occident. Donc j'ai appris l'anglais, plein de choses différentes, apprendre des choses différentes qui vont plus me permettre d'avoir un job intéressant, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée en France, j'ai rencontré certaines personnes qui s'intéressaient beaucoup à la culture indienne et qui me posaient certaines questions très profondes sur la culture indienne et que j'étais incapable de répondre, sur les mythologies, sur plein de choses. Donc j'ai eu vraiment honte de tout ça. Et du coup, je suis repartie, donc je me suis dit, j'ai vraiment envie d'apprendre le sanskrit, d'aller plus en profondeur de l'Inde et apprendre des choses. Et c'est vrai que l'apprentissage du sanskrit, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses sur l'Inde. Et aussi aller quelque part un peu plus dans la spiritualité. C'est quelque chose de très spirituel, apaisant. C'est une langue qui permet de connaître différents sujets et à la fois tout en partant de la spiritualité. Haya will be said by Tulika and Saharsham by Clementine and Grihito Vatsarajaha by Surin and this by because these are Alam alam sambhramen स्वैरम उपविश्य कथ्यतामृतान्तः शृणोतु स्वामी ननु स्वामिना अहमुक्तः
स्वामिदारिकया सह गच्छोद्यानम् इति। मम सर्वगुणसम्पन्नो नृपतिर्दीयताम् इति कुमार्योक्तम्। कन्या मगधदेशाद् आगतस्य कुमारस्य कण्ठे मालां क्षिपति। या लक्ष्मीर्मगधदेशे वर्तते तां जानासि एव। पाश्चात्यदेशाद् आगतः कुमारः किं तव न रोचते? Panchakarmakara bhritim prapya et pas praptva. D'accord? La grosse différence d'une langue vivante et une langue ancienne comme le sanskrit, c'est que ce sont des textes anciens, donc il faut composer avec ça. On ne peut pas prendre des textes de la vie quotidienne, du style je vais chercher du pain, passe-moi le beurre, voilà, on ne peut pas faire ce genre de choses. Donc on est obligé de composer avec cela. Les textes sont souvent beaucoup plus longs, on ne peut pas faire des petites phrases, donc la coupure des phrases est très importante et dans une méthode assimile, c'est ça la difficulté. C'est qu'il faut faire des phrases courtes pour que les gens mémorisent et qu'ils puissent les répéter. Donc dans le sanskrit, ce n'était pas ça. Il fallait donc composer avec ça et ça a été la grosse difficulté. La préparation des enregistrements commence au moment où on a terminé tous les textes, où l'auteur a rédigé toute sa méthode. Il nous a remis tous ces textes, tout est conforme, tout a été vérifié, checké, relu maintes et maintes fois. Et donc, on fait un kilomètre. Donc, il y a une saisie XML, c'est un petit peu complexe, mais c'est comme ça que ça se passe. On extrait tous les textes et on envoie tous ces textes à l'auteur. L'auteur va nous faire ce qu'on appelle, nous, le pastillage, qui est en fait une répartition des phrases en fonction des locuteurs. Il faut donner les phrases pour les hommes, les femmes. Donc, comme on a souvent 2 hommes, 2 femmes, il faut répartir toutes ces phrases. Une fois que l'auteur a fait la répartition de toutes ces phrases, on les envoie au locuteur pour qu'ils se préparent. Il faut quand même qu'ils aient un petit peu de temps avant de venir au studio. Donc, pour le sanskrit, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a envoyé les textes 1 mois à l'avance. Donc pendant 1 mois, les locuteurs se sont préparés à tout ce qu'ils avaient à dire le jour de l'enregistrement. On les convoque, on fait, voilà, et donc ils arrivent le jour de l'enregistrement frais et dispo pour dire tous les textes de la méthode. Ça se déroule sur 2 jours et donc c'est très intensif. Hein. C'est vraiment de 9h du matin à 17h et il faut être très, très, très attentif, très concentré sur tout ce qu'ils disent parce que rien ne doit échapper. Alors, la méthode assimile de sanskrit, dans l'esprit dans lequel elle a été faite, donc elle sert pour tous les gens qui seraient intéressés vraiment à apprendre donc la langue sanskrite, mais je l'ai conçue aussi un petit peu pour que les gens puissent s'initier par ce livre à la culture de l'Inde ancienne. Et donc, c'est pourquoi j'ai choisi les textes d'une certaine manière pour essayer de donner un très large éventail de ce qui peut être dit en sanskrit. Dans la méthode assimile, il y a des textes qui ont été créés de toutes pièces par moi et le relecteur indien qui m'a aidé, dans lesquels on a inséré donc toutes sortes d'expressions idiomatiques et des choses comme ça. Et puis donc un grand nombre de passages sont en fait empruntés tels quels ou bien avec quelques légères modifications à des grands classiques de la littérature sanskrite. Et mon but c'était de montrer qu'en fait en sanskrit il n'y a pas justement que des textes religieux, que des textes mythiques ou mystiques ou des textes hyper sérieux. Il y a aussi toutes sortes de choses qui sont dites. Il y a de l'humour, il y a de la tristesse, il y a toutes sortes de sentiments qui sont exprimés. Et donc le but c'est de rendre un peu la langue sanskrite proche de nous, si vous voulez, c'est-à-dire de montrer que ça n'est pas une langue, seulement une langue lointaine qui sert à dire des choses extrêmement profondes, mais c'est aussi une langue qui sert à exprimer des émotions, des sentiments d'autres sortes. L'écriture du sanskrit donc, est une écriture de type alpha-syllabaire, c'est-à-dire qu'il y a pour chaque consonne en fait, représente une syllabe. Lorsqu'on a une consonne, par exemple P, donc en sanskrit on va l'appeler P. Donc elle contient un E avec elle-même, et donc ensuite quand on varie le son des voyelles, donc on ajoute un signe à gauche, à droite, en dessous, etc. Mais c'est toujours la même consonne qui est écrite. Donc c'est différent par exemple des vrais syllabaires comme on a au Japon, parce que par exemple dans le syllabaire japonais, pour dire pa, pu, po, on aura à chaque fois des signes totalement différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tandis qu'en sanskrit, on aura une base commune qui est le son P,
Et ensuite, on ajoute donc un petit crochet ou un petit signe au-dessus, etc., pour indiquer les modifications donc, des voyelles. Donc c'est une sorte d'alphabet mixte, à la fois alphabet et à la fois syllabaire. Dans la méthode, on a bien sûr écrit chaque phrase dans cette écriture donc, que l'on appelle Devanagari, écriture donc, indienne, mais on a mis à chaque fois, pour chaque phrase, on a mis en dessous la transcription en caractère latin, de manière à ce que finalement l'apprenant puisse apprendre sans s'en rendre compte, au lieu d'être obligé toujours de se reporter à une table. Le locuteur idéal pour moi, c'est celui qui connaît sa langue, évidemment, par cœur, c'est sa langue naturelle, mais qui connaisse un petit peu le français quand même pour pouvoir déceler les difficultés d'un apprenant français. Donc c'est ça le locuteur idéal. Évidemment, il faut qu'il ait passé toute son enfance. C'est un natif, évidemment. C'est le locuteur natif. Une méthode classique d'une langue courante, vivante, c'est 3-4 ans de travail. Pour le sanskrit, il a fallu 7 ans de travail. Parce que voilà, l'auteur doit chercher des textes complexes, qui existent déjà dans la littérature. Et donc, c'est un travail beaucoup plus intensif.